Qui ne connaît pas les amours? Des chiffres et des lettres, question pour un champion, money drop, qui veut gagner des millions? N'oubliez pas les paroles, les 12 coups de midi. Mais aussi la France a un incroyable talent, le meilleur pâtissier, Koh-Lanta, Fort Boyard. De 7 à 77 ans, voire plus, les jeux télévisés sont des rendez-vous incontournables du petit écran pour toute la famille. Divertissants, instructifs, captivants, ils s'invitent dans nos foyers aux heures de grandes écoutes et font la joie des aficionados du buzzer, des intellos, des warriors, des stratèges. En un mot, ils ne laissent personne indifférent. Mais connaissez-vous leurs véritables histoires? Qui sont ces cerveaux enflammés, capables d'imaginer des scénarios rocambolesques qui sauront tenir en haleine des millions de téléspectateurs? Comment écrit-on un scénario de jeu? Comment le produit-on? Qui sont celles et ceux qui vont travailler d'arrache-pied pour que l'imagination d'un scénariste tout seul, dans sa chambre, devienne un succès planétaire? Vous n'avez pas la réponse? Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous éclairer. Écoutez cette série de podcasts initiée par la SAGE, la Société des auteurs de jeux, et plongez dans un univers mathématique, poétique et spectaculaire. Il faut être sacrément créatif aujourd'hui, avec tous les jeux qui ont déjà existé, pour réussir à se renouveler, à surprendre, à faire rire ou à donner des épreuves spectaculaires, haletantes, diverses, d'une émission à l'autre, parce qu'il faut aussi qu'on se renouvelle. Le jeu, c'est un des genres les plus difficiles à créer. Faire une mécanique de jeu, c'est quelque chose d'ultra minutieux, c'est du travail d'horloger. Nos deux nouveaux intervenants dans cette grande aventure à la découverte de l'univers des jeux télé sont des représentants émérites du monde mystérieux des diffuseurs. Chacun a été, dans des chaînes différentes, le témoin privilégié de la mise à l'antenne de certains jeux emblématiques du paysage audiovisuel français. Leurs témoignages sont essentiels, parce qu'on n'écrit pas la même histoire pour un jeu diffusé sur Gulli, sur France Télévisions, sur M6, sur TF1, parce qu'il faut connaître parfaitement l'identité d'une chaîne, ses goûts, ses couleurs. D'ailleurs, certaines de leurs anecdotes vont sûrement permettre de comprendre comment ça marche tout ça. Enfin, comment ça pourrait marcher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref, écoutez-les. Pierre-Alexandre Ferrand, surnommé PAF de par mes initiales, un surnom qui ne s'invente pas. J'ai commencé la télévision à 18 ans, par vocation, envie. J'ai commencé dans la production essentiellement pour le service public. Un petit peu à Canal+, aussi, qui a été ma première expérience. Et puis rapidement, j'ai travaillé pour France 2, France 3, surtout dans le jeu, le magazine et le divertissement. Donc moi, j'ai fait de la production sur France Télévisions, donc à des postes divers et variés, du casting, de la coordination, de la rédaction en chef, de la rédaction de questions. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de ces différents métiers. J'ai eu l'opportunité d'aller chez le diffuseur qui était TF1. C'était en 2007, donc j'avais à peu près 15 ans de production derrière moi. Voilà, j'ai eu envie d'aller chez le diffuseur et pour voir l'autre côté de ce métier. Puis aussi en me disant que ça allait être assez riche et peut-être un peu plus construit. Donc j'ai eu une bascule assez violente en passant de l'intermittence dans le service public à mon premier CDI à 37 ans chez TF1 et je me suis rendu compte que j'étais dans un milieu qui était complètement différent avec des enjeux complètement différents. Magali Torres-Vincent, je suis directrice adjointe des programmes de flux sur Gulli. Une main de fer dans un gant de velours. Alors, mes premières expériences de jeu en télé côté diffuseur, c'était sur une chaîne adulte qui s'appelait Virgin 17 à l'époque, ou Europe de télé, je sais plus. Et on avait, je me souviens là, d'un des plus gros jeux qu'on ait fait au début, c'était un truc qui s'appelait Chante si tu peux.
où donc c'était un jeu dans lequel on mettait à l'épreuve des célébrités qui devaient chanter et ne jamais s'arrêter de chanter, malgré toutes les perturbations qu'on pouvait leur infliger. Donc ça pouvait être des chatouilles avec une chèvre, les plonger dans un bac de glace, les épiler si c'était un mec, voilà. Bon, c'était assez drôle, avec des dispositifs assez spectaculaires et assez visuels. Ça s'est fait très vite et très simplement, et voilà, donc ça a été une des premières expériences. Ensuite, y a un jeu qui est assez emblématique de Gulli qui s'appelle In the Boîte, qu'on a pas mal upgradé au fil des saisons, et ça c'était très chouette parce que c'était un jeu qui se jouait donc entre parents et enfants. En tout cas, il y avait un adulte et 2 enfants. Alors ça pouvait être les enfants de l'adulte ou le copain ou la copine. Mais en tout cas, on avait donc des épreuves pour les enfants, des épreuves pour les parents et des épreuves collectives. Et nous, ce qu'on aimait beaucoup dans In the Boîte, c'était d'inverser un peu les rôles. C'est-à-dire que les questions étaient destinées aux enfants. Et on avait aussi des épreuves physiques et des challenges vraiment physiques aussi pour les parents, en les mettant dans des situations d'enfants. Et puis après, on avait cette fameuse boîte noire que tout le monde voulait pénétrer. Et puis voilà, les enfants jouaient pour ce fameux trophée, un voyage pour la famille. Et c'était très chouette de voir comment les parents pouvaient se ridiculiser et oublier complètement, faire sauter tous leurs freins pour faire plaisir à leurs enfants. Et ça, c'est des valeurs qu'on cherche toujours à travers des tout petits jeux comme des gros jeux de plateau. Mon rôle à TF1, je suis rentré en tant que conseiller de programme donc au sein de l'unité jeux, variétés et divertissement. Donc aussi bien les jeux d'access, les jeux de daytime et les jeux de prime time. Donc, comment ça se passe? En fait, on a deux missions principales. La première, c'est de faire du suivi des jeux qui sont à l'antenne. Et puis, la deuxième mission, de dénicher, de rechercher les nouveaux jeux qui vont prendre place sur l'antenne dans les mois à venir. Donc, voilà, c'est les deux missions principales quand on est conseiller de programme sur les jeux. Vous l'avez compris, nos 2 témoins ont des expériences différentes. Pourtant, ils vont parler d'un sujet qui les rassemble, les jeux à la télévision. Évidemment, les diffuseurs n'ont pas les mêmes attentes, sinon ça serait trop simple. Et c'est pour cela qu'il faut bien connaître l'ADN d'une chaîne, ses publics, avant de venir présenter son scénario de jeu à l'un de ses représentants. Chez Gulli, l'enfant est au centre de toutes les attentions. Ça paraît évident pour une chaîne jeunesse, mais ça ne suffit pas. Pour TF1, ce sont d'autres enjeux qui vont nous être révélés. Mais là, il faut écouter. Sur Gulli, il y a deux types de jeux. Il y a les jeux qui sont destinés au daytime, donc vraiment aux enfants. Donc là, en ce moment, par exemple, on a un jeu qui s'appelle le Gulive, pour lequel on avait déjà une épreuve connectée avant la pandémie, et du coup qu'on a transformé en version 100% connectée depuis la pandémie, et qu'on a décidé de garder comme ça, parce qu'on se rend compte que d'abord c'est une écriture à laquelle on s'est habitué pendant toute cette période, et puis les enfants en fait ils sont beaucoup plus à l'aise quand ils sont chez eux devant leur webcam que sur un plateau avec des caméras, des invités, des animateurs et ça. Donc en fait pour eux c'est beaucoup plus facile, ils y prennent beaucoup plus de plaisir, ils sont beaucoup plus spontanés. Donc c'est une émission très participative. Donc nous, dans cette émission, dans ce jeu-là, ce qu'on cherche, c'est l'interconnexion et la communication permanente entre les Gulivers, donc les téléspectateurs du Gulive, les animateurs et la chaîne. Donc ils ont absolument toute liberté de nous envoyer tout ce qu'ils veulent, des messages, des challenges, des vidéos, des messages audio, des dessins, des défis, tout ce qu'ils veulent, des questions pour des invités ou pour des animateurs, voilà, des causes qui les concernent, des engagements qu'ils ont initiés autour d'eux. C'est leur espace de parole et d'expression, et nous on mise beaucoup sur l'incarnation pour justement créer un vrai lien avec les enfants. Parce qu'aussi sur Gulli, on a, Gulli c'est 95% de dessins animés à peu près, c'est la force de la chaîne. Donc c'est compliqué de rivaliser avec un dessin animé pour un enfant. Et les enfants, ils n'ont pas de patience, ça leur plairait, ça leur plaît pas, ils restent. Et en prime, jusqu'à maintenant, on cherchait des jeux
d'écoute conjointe, en partant du principe qu'ils sont prescripteurs auprès de leurs parents. Donc l'exemple le plus emblématique, c'est celui de Tahiti Quest, où on a des parents et des enfants qui jouent, c'est un jeu d'aventure, et les enfants jouent autant que les parents, donc en fait leur parcours à eux compte autant que celui des parents, donc ils sont sur un pied d'égalité, et nous c'est un des postulats de base sur Gulli, c'est de considérer les enfants comme pas comme des adultes, mais en tout cas comme des êtres accomplis et pensants et ayant autant à donner, à partager, à dire qu'un adulte. Donc ils sont sur un pied d'égalité. On leur parle pas comme à des enfants, on se met à leur niveau, mais ils ont toujours un rôle prépondérant dans les histoires qu'on raconte sur Gulli. Pour trouver un nouveau jeu, que ce soit sur TF1 ou sur une autre chaîne, il y a deux types de recherches. Il y a de faire de la veille internationale et d'identifier quels sont les nouveaux jeux qui aujourd'hui apparaissent dans le monde et qui seraient susceptibles de prendre place sur l'antenne de TF1. Et puis la deuxième chose, c'est les producteurs qui viennent spontanément à nous pour nous proposer des jeux. Donc il y a les producteurs historiques avec lesquels TF1 a l'habitude de travailler, qui sont bien évidemment Endemol, Fremantle, qui sont des producteurs de jeux réguliers pour TF1, Starling également à l'époque, et puis après des producteurs indépendants qui n'ont pas forcément de savoir-faire dans le jeu, mais qui en tout cas ont des bonnes idées, et quand on est diffuseur, on étudie toutes les bonnes idées, parce que les bonnes idées viennent de partout, aussi bien des gros producteurs que des petits producteurs indépendants. Bien évidemment, quand on est sur TF1, on est plus rassuré d'avoir un gros producteur de jeux qui vient avec une marque existante à l'international, avec des chiffres d'audience, que d'aller vers une création française d'un petit producteur. Alors plus rassuré par les chiffres, et puis plus rassuré également sur le temps que ça va prendre, parce qu'un concept original de jeu, ça va néciter 1 an, 2 ans, 3 ans de travail, des pilotes, qui va coûter beaucoup plus cher que d'aller acheter directement un format où on a tout clé en main pour le produire en France. Alors quand on nous présente des concepts de jeux, il y a plein de cas différents. C'est-à-dire que les producteurs arrivent parfois avec un dossier très complet, avec une mécanique très détaillée, des systèmes de points, enfin voilà, tout est déjà posé. Et puis parfois c'est une intention, comme ça l'était pour Tahiti Quest par exemple, c'est un projet, un pitch, une idée, avec un point de départ, un point d'arrivée, et après, c'est là qu'interviennent les concepteurs de jeux, puisque c'est à eux ensuite de proposer les différentes épreuves, avec les mécaniques de points, d'élimination, d'indices, de handicap, que sais-je, enfin tous les stimuli qu'on peut trouver dans les jeux. Donc tout est possible dans ces présentations, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de très détaillé comme quelque chose de très général qu'il faut ensuite développer et mécaniser. Aujourd'hui, c'est vrai que si les chaînes, elles cherchent à privilégier le format étranger, c'est aussi parce que le jeu, c'est un des genres les plus difficiles à créer. Faire une mécanique de jeu, c'est quelque chose d'ultra minutieux, c'est du travail d'horloger, et c'est vrai qu'un jeu, la force d'un jeu, c'est sa récurrence et son potentiel de récurrence. C'est-à-dire qu'un bon jeu, il faut se dire que sa mécanique est tellement forte que vous pouvez la regarder tous les jours pendant des années, ça marchera toujours, parce que vous n'allez pas vous lasser. Donc c'est en ça que, alors au-delà du fait qu'il faut un crescendo, un enjeu d'une manche à l'autre, qu'il faut bien évidemment délimiter, éviter tous les bugs de mécanique, d'égalité, il faut aussi que cette mécanique elle soit intéressante dans sa récurrence. Il y a des jeux qu'on a pu voir à l'antenne, et notamment des jeux dits visuels, comme un jeu qui s'appelait Le Cube, qui était une adaptation d'un format par Nagui sur France 2, ou 60 secondes chrono, qui était un jeu diffusé sur M6, qui était présenté par Alex Good, qui sont des jeux visuels où les gens doivent mettre des balles en 60 secondes en la faisant rebondir dans un gobelet. Sur le papier comme ça, on se dit ouais, c'est fort, il y a un beau décorum, une mise en scène, de la belle lumière, mais par contre vous regardez 3 numéros et on s'emmerde au bout de 3 émissions, parce que on est passif, parce qu'on regarde juste un candidat mettre des balles dans des gobelets, et
typiquement, voilà, ça fait partie de ces jeux qui, mécaniquement, sont mauvais dans le sens où, voilà, si on s'ennuie au bout du 4e épisode, tous ces jeux-là, ils ont été déprogrammés parce que du coup, ça a duré, voilà, quelques semaines à l'antenne et l'audience a dévissé de jour en jour. Donc, c'est vrai qu'être auteur de jeu aujourd'hui, c'est un vrai savoir-faire. Autant on peut être auteur de magazines, de documentaires, autant être auteur de jeu, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Faut voilà, être bon en mathématiques pour voilà, éviter toutes les égalités, mais faut être bon aussi sur le fait que est-ce que ce jeu va pouvoir exister tous les jours pendant 10 ans. Moi, je travaille plutôt avec des gens dont le métier est de créer des épreuves au sein d'un concept qui est déjà presque échafaudé. Parce que finalement, les valeurs et les histoires qu'on raconte dans ce jeu passent par les épreuves. Puisque l'idée d'une épreuve, surtout quand on est dans un jeu comme Tahiti Quest par exemple, ou même dans In The Boîte, dans In The Boîte on avait un mini-univers qu'on créait le temps d'un jeu, mais il y avait un univers en tout cas. On racontait une histoire et les enfants avaient une mission avec plusieurs étapes à accomplir pour arriver jusqu'à la mission finale. Donc quand on raconte un jeu, quand on dit voilà votre objectif c'est de... Et pour arriver à là, il faudra passer par là, là, là et là. Et c'est bien par les épreuves qu'on arrive à faire tout ça. Et il faut être sacrément créatif aujourd'hui, avec tous les jeux qui ont déjà existé, pour réussir à se renouveler, à surprendre, à faire rire ou à donner des épreuves spectaculaires, haletantes, diverses, d'une émission à l'autre, parce qu'il faut aussi qu'on se renouvelle. Et puis, il y a des épreuves qui sont tellement fortes qu'elles deviennent des classiques qui dépassent même le jeu, les poteaux de Koh-Lanta par exemple. Voilà, il y a des épreuves comme ça qui persistent même au-delà du jeu. Mais tous ces gens-là sont des gens qui fourmillent d'idées. Et moi, ça m'impressionne toujours. Ils ont une capacité à se renouveler et à piocher leurs idées dans tout ce qui les entoure. Enfin voilà, ils sont d'une curiosité sans borne. Moi, c'est des gens que j'admire beaucoup. Ça arrive souvent qu'on se dise, quand un producteur indépendant vient nous proposer un jeu, ça arrive souvent qu'on se dise tiens, c'est une super idée, c'est une idée originale. Après, effectivement, toute la mise en place, c'est aussi à nous d'étudier si ce jeu va être facilement mis en place, c'est-à-dire facilement pilotable, dans des délais raisonnables, ou si ça demande du coup un travail conséquent qui va prendre 1 an, 2 ans, plusieurs pilotes, beaucoup d'argent, et de se dire voilà, est-ce qu'on va y arriver? Donc c'est à nous aussi d'étudier cette possibilité de se dire est-ce qu'on va miser sur ce jeu, est-ce qu'on va dépenser 500 000 € dans un pilote, puis 300 000 € dans un deuxième pilote, ou est-ce qu'on préfère aller acheter le format qui existe, qui cartonne partout dans le monde et qui va être mis à l'antenne dans 2 mois de manière plus efficace. Vous l'avez compris, le scénariste de jeux français doit être sûr de son fait. Il va devoir rivaliser avec des formats étrangers déjà éprouvés, et souvent plus faciles pour un diffuseur à mettre à l'antenne. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Et l'aventure Tahiti Quest montre que la création française surpasse souvent de nombreux formats étrangers. Je sais, c'est un peu chauvin, mais il faut ce qu'il faut. Quand on nous a présenté le concept de Tahiti Quest, c'était je pense en mai 2013, et on a été tout de suite séduit par le concept qui nous collait à la peau, puisque c'était un jeu d'aventure parent-enfant, une promesse de dépassement de soi, de jeu, de divertissement, avec des vrais jeux, avec une vraie mécanique et des histoires qu'on raconte aussi, avec un environnement, celui de Tahiti, et des légendes tahitiennes qui est complexe, intéressant, humainement aussi, parce que ça porte beaucoup de messages aussi philosophiques, on va dire. Et puis voilà, autour des animaux aussi, donc il y a toute cette faune, cette flore qu'on a essayé aussi de mettre en valeur à travers l'émission. Parce que c'est vraiment un superbe territoire avec une population qui gagne à être connue. Donc ça nous tenait à cœur de mettre en avant ces aspects-là. Et puis, encore une fois, des épreuves dans lesquelles parents et enfants ont le même rôle, en tout cas autant d'importance.
Et puis un mélange d'aptitudes physiques et puis aussi de réflexion, de capacité à répondre à des énigmes, des jeux de réflexes, enfin voilà, des jeux qui font appel à des aptitudes très variées. Et quand on nous a proposé ce concept, on a dit oui tout de suite parce qu'on voyait l'émission. On la visualisait déjà, la mécanique était simple. Alors, on n'avait pas la dotation parce qu'à la base, on nous avait proposé de faire gagner une île déserte. Alors, ça nous a semblé un peu compliqué quand même quand on y a réfléchi. C'est-à-dire sur le papier, ça fait rêver, mais concrètement, c'est un peu complexe. Donc bon, on en a fait quelque chose de plus classique en termes de dotation. Mais en tout cas, ça nous a paru vraiment évident. Et donc, on a fait un développement et j'ai dû retenir ma direction qui voulait signer tout de suite. Je dis, bah non, on va quand même faire un développement quand même. Alors, le développement, ça sert à savoir ce qu'on raconte dans l'émission, combien de jeux, combien de temps il dure, qu'est-ce qui se passe entre les jeux, combien de familles, qui est éliminé à quel moment, enfin voilà. Comment on arrive à la finale, quoi. Et donc, on a fait quelques mois de développement assez rapide et on a tourné, je crois, à la Toussaint ou quelque chose comme ça. Donc, ça a été vite. Nous, on a des rigolos, on aime bien jouer, on aime bien faire des bêtises et puis toujours en train de s'amuser, on se fait plaisir. À Tahiti Quest, c'est vraiment le moment où on va se retrouver tous ensemble. C'est tellement beau, en fait, de se retrouver avec sa femme, son fils, sa nièce. Ah bah alors C'est l'amour de la famille, en fait, hein. C'est vraiment la cohésion. Se retrouver comme ça, c'est beau. À Tahiti, un peu de magie, c'est parti! Dans Tahiti Quest, c'est une des valeurs fondamentales, c'est que tous les enfants jouent à tous les jeux et les parents aussi. Et là encore, on voit à quel point, en fait, chaque famille ressort grandie de cette histoire, de cette aventure, c'est-à-dire qu'elle repart avec un truc en plus. Et nous, on cherche des familles qui vont bien à la base, hein. On ne cherche pas de cas désespérés, c'est pas du tout ça. Nous, c'est toujours du feel good, donc voilà, mais souvent, voilà, il y a des petites dichotomies entre les parents ou entre les enfants, entre un beau-père et sa belle-fille, bon voilà. Et cette émission a toujours réussi à on va dire, à soigner des relations ou à les améliorer ou à ressouder des liens qui s'étaient un petit peu distendus peut-être. Et on a remarqué en tout cas que toutes les familles jusqu'ici qui ont participé à Tahiti Quest en gardent un excellent souvenir et ça les a fait avancer, en tout cas dans leur vie familiale et dans leur rapport. Donc voilà, nous à partir de là, c'est gagné. Et puis il y a même des familles qui n'avaient jamais voyagé de leur vie, qui n'avaient jamais... Nous on préfère des familles qui ne courent pas les castings de jeux télé, hein, donc on essaie dans la mesure du possible de choisir des familles qui n'ont pas participé à des jeux auparavant. Et on a vu plein de familles comme ça gagner des jeux incroyables alors qu'on avait des mamans ou des papas qui étaient absolument pas sportifs, qui n'étaient absolument pas compétiteurs et pris par l'énergie du jeu et l'envie de se dépasser pour ses enfants. Il y a plein de gens qui se sont révélés. Alors les enfants, oui, bien sûr, ça les fait grandir, mais les parents aussi, ça leur apprend des choses sur eux-mêmes. Donc voilà, c'est une vraie expérience. Les jeux télé ne sont pas que de simples divertissements. Les chaînes l'ont bien compris. Ce sont également des aventures humaines riches en émotions, des histoires authentiques à partager en famille. Mais revenons à nos moutons, je veux dire à nos diffuseurs. Comment font-ils pour satisfaire les attentes de leurs téléspectateurs ? Font-ils appel à des voyants? Savent-ils lire dans des boules de cristal? Ou sont-ils simplement attentifs à l'air du temps, aux tendances? Vous avez envie de savoir? Moi aussi. On écoute? C'est vrai que en tant que diffuseur, même en tant que diffuseur, je trouve que c'est important de savoir ce qui se fait par ailleurs dans les autres pays ou sur les autres chaînes en termes de jeux. Parce qu'il y a beaucoup de cycles aussi dans les jeux.
Il y a des genres qui reviennent, il y a des genres qui disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Évidemment, les besoins et les appétences diffèrent en fonction des pays, encore plus des continents, etc. Mais oui, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait ailleurs, parce que, encore une fois, une idée peut naître de là aussi. Hein. Quand on voit, ça peut être un croisement entre plein de formats, ça peut être... et puis ça donne une idée de l'ère du temps auprès des différentes cibles aussi et des performances qu'on aura pu constater sur tous ces jeux-là. Et il y a toujours, oui, des tendances qui se dégagent et... Enfin, moi, je trouve que ce sont des métiers dans lesquels il faut faire confiance à son instinct aussi. Mais bon, ça suffit pas toujours. Et si on a l'impression que ce concept-là est une bonne idée, une bonne piste, si on trouve des éléments qui peuvent nous conforter dans cette idée, voilà, ce sera d'autant mieux pour le projet. Maintenant, si on parie sur un genre de jeu qui a fait des flops partout ailleurs dans les 3 années qui ont précédé, ça peut aussi nous donner un petit indice. Après, on a envie de prendre le risque ou pas, mais au moins on est au courant. Donc notre boulot, c'était aussi de faire de la veille. Quand je suis arrivé à TF1 en 2007, et ça a été une période un peu creuse dans les jeux. Alors il y a eu le hit qui veut gagner des millions, qui pour le coup a été un vrai événement marquant dans l'histoire du jeu, parce que c'était le gros format qui apparaissait partout dans le monde, avec des codes très identifiables, qui étaient les mêmes partout dans le monde, aussi bien dans le décor que dans la musique, que dans le choix de l'animateur. Donc ça a été un vrai format qui a révolutionné les choses. Donc derrière, on a cherché ce type de format et au final, il s'est avéré que ça n'existait pas vraiment. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres derrière. Donc, on a été repioché dans les vieux formats. Donc, on a été repioché dans La Roue de la Fortune. On a été repioché dans Une famille en or. Et puis, comme ces 2 jeux ont marché, on a essayé de chercher quelles étaient les autres marques très fortes. Donc, il y a eu Le Juste Prix. Et au final, on a fini par tourner manège. Donc, ça a été 4 jeux... 4 jeux forts qu'on cartonnait sur TF1. Donc après, pour plusieurs raisons, c'est vrai qu'un bon jeu aujourd'hui, on s'en rend compte avec du recul, c'est que c'est des jeux qui ont une vraie identité. La Roue de la Fortune, il n'y a pas un autre jeu qui ressemble à La Roue de la Fortune. Et d'ailleurs, tout le monde l'appelle La Roue. Donc à partir du moment où on arrive à identifier un jeu en le renommant par un élément de décor ou un élément de mécanique, ça veut dire que c'est un peu gagné. À prendre ou à laisser, c'était les boîtes. C'est des jeux qu'on renomme en fonction de ce qui fait leur caractère. Donc on avait, on a remis tout ça au goût du jour. Donc ça a été, de 2007 à 2012, ça a vraiment été la période où tous les jeux qui sont arrivés à l'antenne de TF1 ont été des jeux revampés comme ces 4 jeux. Alors avec plus ou moins de succès, donc c'est vrai que La Roue de la Fortune, ça a été le premier gros carton. Monsieur, bonsoir, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir. Le succès d'un jeu, en fait, ça s'explique pas, quoi. C'est que c'est une mécanique, c'est un animateur, c'est une chaîne, c'est une case, et du coup, c'est l'alliance de tous ces ingrédients qui fait qu'à un moment donné, ça peut prendre ou pas. Donc en l'occurrence, La Roue de la Fortune, c'est une mécanique qui a fait ses preuves durant des années, donc on sait que la mécanique, elle fonctionne. Ça a été le retour de Christophe de Chavannes, qui avait eu une petite période, une petite traversée du désert, et qui est revenu en formant un duo avec Victoria, son chien. Donc ça a été une animation un peu différente, un casting de candidats aussi très différent, parce que là, pour la première fois, on avait des candidats hauts en couleur qui étaient ultra castés, mais qui du coup contribuaient à l'humeur de l'émission. Et puis voilà, dans la bonne case, à 19h, dans la bonne chaîne, qui était la chaîne historique de la Roue de la Fortune. Donc tu as eu toute cette alchimie qui a fait que le jeu a cartonné. Donc derrière, on a réitéré l'essai avec Une famille en or, donc qui a été un 2e carton, donc en gardant pareil une marque forte, une marque historique de TF1,
un animateur qui était le même que la roue de la fortune et son chien. Et du coup, voilà, deuxième carton. Et puis après, voilà, on s'est dit, tiens, on va faire le juste prix. Dans la vie, il y a des trucs pénibles. Les bouchons, le dentiste, les impôts. Mais heureusement, il y a d'autres choses qui font oublier tout ça. Et parmi ces choses, il y a le juste prix. Mais oui, présenté par Vincent Lagaffe. Voilà, c'était Vincent Lagaffe qui reprenait également une case historique qu'il avait animée avec le Big Deal. Donc on remettait Vincent Lagaffe à l'antenne dans sa case historique sur un jeu voilà, qui était le juste prix, qui était un jeu hyper fort dans l'esprit des Français. Donc il y avait un retour attendu avec des jeux attendus qui étaient le tyrolien, le fakir. Donc c'est vraiment des choses, des éléments forts que les Français n'ont pas oubliés. Donc c'était la garantie du succès. Puis après on s'est un peu planté sur Tournée Manège, où là pareil on s'est dit bon bah on a cartonné avec ces 3 jeux, on va refaire Tournée Manège parce que Tournée Manège c'est une marque forte. Et puis on s'est aperçu qu'en fait c'était une marque forte mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'était une marque forte parce qu'il y a eu beaucoup de bêtisiers et que du coup les gens on connaît Tournée Manège pour le bêtisier, on connaît Tournée Manège pour la parodie des inconnus. Mais au final, on se souvient plus vraiment de l'émission Tournée Manège. Et que remettre l'émission Tournée Manège, en fait, ça a été hyper difficile parce que la télé-réalité est passée par là. Parce que là où, à l'époque, Tournée Manège, c'était une émission un peu voyeuriste. C'était la première émission où on voyait des vrais gens voilà, parler de sujets un peu intimes, la télévision. Donc dans les années 80, c'était un peu nouveau. Puis la remettre au goût du jour en 2012, je crois. Du coup, ça devenait un peu ringard, la télé-réalité était passée par là, on a vu des couples se créer à la télévision dans des séquences un peu plus fortes, un peu plus hautes. Du coup, c'était un peu mou, ça avait pas beaucoup d'intérêt, on s'est dit qu'il fallait quand même... on en avait conscience un peu, donc on a rajouté une espèce de séquence de télé-réalité où, une fois que les couples se rencontraient sur le plateau, on les faisait s'enfermer dans un pseudo-appartement fictif avec des caméras remote façon loft. On s'est dit tiens on va les observer et au final on tournait ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, il se passait pas grand chose et du coup c'était ultra déceptif et c'est une émission qui a créé une attente sur quelques émissions et ça s'est essoufflé au bout d'1 semaine. Donc voilà, comme quoi c'est pas parce qu'on remet un vieux jeu à l'antenne que c'est la garantie du succès et après il y a d'autres exemples comme ça parce que toutes les chaînes se sont penchées sur des vieux jeux et il y a Énergie 12 qui a remis l'Académie des Neufs à l'antenne et pareil l'Académie des Neufs on connaît le nom mais au final on se souvient plus trop de ce qu'il y avait dedans et là typiquement l'Académie des Neufs c'est finalement la mauvaise marque sur la mauvaise chaîne avec le mauvais animateur et au final c'était alors je dis pas ça pour Benjamin Castaldi qui est pas un mauvais animateur mais en tout cas qui était pas un animateur qui avait pas sa place sur Énergie 12. L'Académie des Neufs c'est un format assez vieillot dans l'image donc qui avait rien à faire sur Énergie 12 et au final ça a été un échec et Énergie 12 ne fait pas de jeu à la base donc tout était là pour que ça marche pas et ça n'a pas marché. Pour la bonne histoire, pour le bon diffuseur, le bon animateur. Voilà une donnée essentielle pour un diffuseur. Quel sera le meilleur animateur pour rassembler les téléspectateurs autour du jeu? Une question qu'un auteur de jeu télé doit aussi se poser, au même titre qu'il va s'interroger sur la chaîne à qui il veut proposer sa création. Parce qu'il ne suffit pas d'être un pitre, un clown, un acrobate pour être un bon animateur. Les contraintes de production sont importantes. Je laisse notre ami Pierre-Alexandre vous expliquer tout ça. Animer un jeu, c'est un don de soi, quoi. Faut animer aujourd'hui, en plus économiquement, faut faire 6 émissions par jour.
5-6 émissions par jour, et du coup avec 5 candidats par émission, ça fait 30 candidats à interviewer chaque jour, 30 candidats à qui il faut poser des questions, 30 candidats qu'il faut aller chercher, 30 candidats avec qui il faut rigoler de leurs blagues et de leurs anecdotes, animer une mécanique redondante tous les jours, et du coup faire preuve d'énergie, et c'est vraiment une qualité que tous les animateurs n'ont pas. On a fait des pilotes avec des animateurs où on s'est dit bah tiens, ça peut être sympa. On avait fait le pilote de Tournée Manège avec Christine Bravo, c'est Koé qui a animé l'émission, mais on avait fait un pilote avec Christine Bravo qui était pas mauvaise, mais on s'est dit jamais elle arrivera à faire 5 émissions par jour, et économiquement on est obligé d'avoir un animateur qui est capable de faire 5 émissions par jour et qui est aussi bon à 19h à la 5e émission qu'à 13h quand il a fait la première. La roue de la fortune qui a eu un énorme succès à 19h avec Christophe de Chavannes, ça s'est arrêté à un moment donné parce que comme tout jeu ça s'essouffle, et quelques années après la roue de la fortune est revenue donc sur la même chaîne, sur TF1, mais dans une autre case qui était je crois vers 11h, 11h30 le matin, animée par Benjamin Castaldi avec Valérie Bègue à la place de Victoria. Et là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'attente de ce format, parce que on venait de le voir pendant 4-5 ans avec De Chavannes, que du coup, le duo De Chavannes-Victoria était tellement fort que derrière, Benjamin Castaldi, Valérie Bègue, ça devenait fade, que du coup, c'était à 11h le matin, donc c'était pas le même public que celui de 19h. Et surtout qu'à 11h du matin, on n'a pas non plus le même budget. Le décor était plus petit, était moins beau, il y avait moins de public. Donc avec moins de moyens, on fait forcément aussi une émission qui visuellement est moins belle, moins waouh. Du coup, voilà, ça n'a pas marché. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que un jeu, il appartient aussi à une case et à un public. Une famille en or, pareil, ça s'est arrêté sur TF1 et quelques années après, c'est revenu donc dans le groupe TF1 mais sur TMC, et TMC n'est pas une chaîne, historiquement une chaîne de jeux. Arnaud de Samer qui présentait l'émission Une famille en or sur TMC n'était pas un animateur de jeu, et dans une case qui est la case de 20h qui du coup pareil est une case hyper difficile pour installer du jeu. À 20h on a les infos qui est la grande messe des téléspectateurs, et ils vont principalement sur les infos, et sinon ils allaient sur Plus belle la vie. Il y avait déjà des rendez-vous historiquement très forts, et du coup installer un jeu à 20h c'était ultra compliqué. Il y avait Facile à chanter qui a réussi à imposer un jeu à cette heure-ci dans les années 80-90, mais depuis voilà, il n'y a jamais eu de jeu à 20h. Donc chaque case a un public bien défini, et chaque case aussi va creuser un sillon sur un genre. TF1 a creusé le sillon du jeu depuis des années. Donc pendant 10 ans, 15 ans, il y a eu du jeu sur TF1. Donc à partir du moment où les téléspectateurs de TF1 sont habitués à voir un jeu, c'est plus facile de continuer avec un jeu à cette heure-ci plutôt que d'imposer un nouveau genre. Voilà une expérience pour le moins enrichissante qui éclaire véritablement toutes celles et ceux qui veulent écrire un jeu aujourd'hui. Il ne faut rien laisser au hasard. Pour créer un jeu, il faut d'abord étudier la grille des programmes d'une chaîne, identifier les téléspectateurs de la chaîne et essayer de comprendre leurs attentes. Mais attention, votre objectif, à vous, c'est d'abord de séduire le diffuseur. Qu'attendent nos camarades diffuseurs de votre projet ? Alors pour moi, une bonne histoire de jeu, c'est d'abord une histoire simple, c'est-à-dire qu'on peut raconter facilement, et dans laquelle on a un début, un milieu, une fin, avec des rebondissements et un suspense qui participe, je trouve, beaucoup à l'attention qu'on peut porter quand on regarde un jeu. Je trouve ça important. Pour moi, un jeu est une création. En tout cas, je trouve que à la fin, ça donne quand même une œuvre, et sans ces concepteurs de jeux-là, ça ne marcherait pas, parce qu'un jeu qui fonctionne,
s'appuie sur une mécanique qui est en général savamment pensée pour pouvoir répondre justement à toutes les éventualités d'égalité, d'abandon, voilà, que sais-je. Et en effet, dans un jeu bien fait, on raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin. Un jeu plat dans lequel il n'y a pas de rebondissement, c'est pas intéressant. De la même façon qu'un scénario, une série, un court-métrage, un livre, voilà. S'il n'y a pas de rebondissement, s'il n'y a pas de suspense, si on n'alimente pas la curiosité du lecteur ou du téléspectateur, ça ne marche pas. Et ça, il faut pouvoir le concevoir, il faut pouvoir le créer, et il faut que ça fonctionne à tous les coups, surtout. Quand on fait un jeu à 19h, voilà, on sait que c'est une écoute, familiale. Donc on sait qu'à 19h, il faut un jeu sur TF1 qui soit populaire, avec une mécanique simple, facile à comprendre, qu'on soit aussi bien dans le jeu que dans le divertissement, pour que du coup un enfant de 7 ans puisse jouer en même temps que ses parents qui ont 40 ans et ses grands-parents qui ont 70 ans. Donc il faut une écoute conjointe et du coup que le public soit un bon jeu. Il faut que ça soit une mécanique qui donne la possibilité aux téléspectateurs de regarder un spectacle, mais aussi de s'impliquer en jouant. Dans une famille en or, on joue parce que n'importe qui peut avoir un avis sur la question qu'on va poser au candidat. La roue de la fortune, c'est le jeu du pendu, donc un enfant de 7 ans joue au pendu et un adulte peut aussi jouer. Donc c'est la qualité de ces jeux-là, la principale qualité de ces jeux-là, c'est qu'effectivement, qu'on ait 7 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, qu'on soit pas un puits de science, on peut y jouer. C'est toute la différence avec les jeux de France Télévisions, qui sont des jeux qui du coup vont s'adresser à un public peut-être plus âgé, un public un peu plus cultivé, où on va être essentiellement dans les jeux de France Télévisions sur des jeux de culture générale avec des questions, là où à TF1 on a un peu moins de culture G pour être accessible au plus grand nombre. Nous sur Gulli, un des aspects fondamentaux pour nous, pour n'importe quel programme, c'est évidemment de positionner les enfants dans des situations qui leur apportent quelque chose et qui sont toujours sous le signe de la bienveillance. Il est hors de question qu'on fasse faire quelque chose à un enfant qui pourrait générer des moqueries à l'école, par exemple. Donc ça, ce point-là est fondamental pour nous. On ne peut pas se permettre ça avec des enfants. Et du coup, on ne le fait pas avec les adultes non plus. Alors, c'est vrai que le casting d'un jeu, évidemment, c'est la moitié de l'émission, hein, parce que là, on a la mécanique, puis on a les candidats. Bon, on a l'animateur aussi, l'animatrice, tout ça, mais si on n'a pas choisi les bons candidats, ça peut faire flop. Donc, évidemment, faut qu'ils soient à l'aise. Enfin, on a envie de gens spontanés et qui ont envie de s'exprimer librement et naturel, etc. Parce qu'en effet, ils ont une influence sur le contenu, puisque c'est leur parcours qu'on va suivre à travers l'émission. Donc c'est vrai que... Et un bon animateur sait aussi rebondir sur la personnalité des gens qu'il a en face de lui et créer comme ça cette émulation. C'est comme ça qu'on peut avoir des petites perles quand même. Souvent d'ailleurs c'est issu des jeux, hein, ce qu'on voit, parce que les gens se mettent quand même dans des situations, c'est des situations inhabituelles pour eux. Et quand le casting est bien fait, c'est plutôt des gens qui peuvent se livrer et se lâcher avec un animateur qui leur donne bien qui les suit en fait dans leur état d'esprit et qui donne le répondant qu'il faut au bon moment. Donc évidemment, ils sont partie prenante du résultat final. C'est-à-dire qu'un jeu avec un candidat qui n'est pas à l'aise ou qui ne prend pas de plaisir, ça se voit tout de suite. Et du coup, le téléspectateur peut être lui aussi mal à l'aise. La mécanique et l'histoire sont des éléments nécessaires dans un jeu. Donc la mécanique, c'est la base du jeu, mais effectivement, il faut que derrière, on ait des histoires de candidats. Et il y a eu un point de bascule, en tout cas dans les jeux plateaux, qui a été l'arrivée de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 avec Nagui, qui était en 2006, je crois, où du coup... pour la première fois, même si c'était un peu le cas dans Question pour un champion, mais pour la première fois, on avait un champion récurrent
qui du coup, en gagnant une émission, revenait le lendemain, revenait le surlendemain et créait une histoire dans le jeu et pour le téléspectateur. C'est-à-dire qu'on regardait un jeu pour jouer, mais on regardait aussi un jeu comme un feuilleton où on allait s'attacher au candidat principal qu'il fallait battre. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai point de bascule parce que cette émission est arrivée en 2006, elle était face à Attention à la marche qui avait des audiences depuis 5-6 ans ultra fortes et battait France 2 à plat de couture. Et tout à coup, quand Nagui est arrivé avec Tout le monde veut prendre sa place, le jeu s'est installé petit à petit et petit à petit, il a commencé à grignoter des parts de marché, Attention à la marche. Et au bout de 5 ans, moi j'étais à TF1 à cette époque, et au bout de 5 ans, Attention à la marche a commencé à complètement dévisser, notamment en ménagère. Et là, on s'est dit, merde, il y a un problème, Nagui va commencer à battre, va prendre le dessus et on va être battu par France 2, ce qui était bien évidemment impensable. Donc là, nous aussi à TF1, on s'est dit, comme le champion, ça marche, faut aussi que nous, on ait notre champion. Donc, alors après, c'est compliqué d'arrêter un jeu comme Attention à la marche, qui est là depuis plusieurs années, 7 jours sur 7, et qui cartonne quand même. Du coup, c'est un vrai risque de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on met à la place? Parce que si on se plante, on va planter 7 jours de diffusion sur 1 heure de grande écoute avant Pernod. Donc, c'est quand même un carrefour stratégique, donc il ne fallait pas se planter. Et du coup, toute la question est, quel format on peut mettre avec un champion? Donc, il n'y en avait pas. Et c'est Jean-François Lancelier, qui à l'époque était directeur des antennes, qui a eu l'idée, alors qui nous paraissait saugrenu, on n'a pas trop compris au départ, de remettre un jeu, de travailler en tout cas la mécanique d'un jeu qui s'appelait Crésus, qui était animé par Vincent Lagaffe, qui avait duré 2 saisons, que Vincent Lagaffe avait décidé d'arrêter parce qu'il voulait faire autre chose, qui avait plutôt bien marché à 18h, qui n'était pas une mécanique ultra forte, mais du coup Jean-François Lancelier a dit retravaillons la mécanique de Crésus, je pense qu'on peut y intégrer un champion et il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça. Et donc je rappelle Crésus, pour le coup c'était un format argentin qui s'appelait El Legado, qui n'était pas non plus c'était un carton en Argentine, mais bon, c'était quand même un petit territoire. Mais voilà, il avait eu le nez là-dessus, et du coup, on a travaillé ce truc-là un peu dans l'urgence. Je crois qu'on a eu un mois de prépa pour trouver une adaptation, intégrer un champion, et Jean-François Lancelier a dit, on arrête Attention à la marche le temps d'un été. On fait l'essai là-dessus pour voir est-ce qu'il y a un potentiel pour installer une nouvelle marque avec un champion et aller concurrencer Nagui. Donc il y avait quand même un côté pompage, parce que très clairement on a pris l'ingrédient de Nagui qui était le champion récurrent, le feuilletonnement, on s'est dit on va faire la même chose. Ça a donné un format qu'on connaît aujourd'hui qui est à l'antenne depuis 12 ans, qui sont les 12 coups de midi. Et il s'avère que ça a cartonné et qu'on est en 2022 et ça fait 12 ans maintenant que c'est à l'antenne. Et c'est vrai que l'instauration comme ça d'un champion, d'un feuilletonnement, du coup a créé un vrai rendez-vous. Et aujourd'hui, cette histoire qu'on peut raconter dans les jeux, elle se retrouve dans de nombreux jeux, alors qui ne sont pas forcément des jeux de plateau, mais qui sont plus des jeux extérieurs, où on a instauré également une vraie histoire avec des candidats récurrents, des candidats auxquels on s'attache, et où du coup l'histoire des candidats devient primordial sur la mécanique. Alors des jeux comme ça, il y en a maintenant partout. Il y a Koh-Lanta, Masterchef, Pékin Express, qui sont des jeux dits d'aventure, mais en tout cas des jeux avec quand même des épreuves, des gagnants, et sur lesquels on va s'attarder beaucoup sur l'histoire des candidats. On a des jeux aux mécaniques très simples, très efficaces, qui fonctionnent. Maintenant, il y a des jeux qui sont très scénarisés, avec des univers très marqués, dans lesquels on pousse un peu le storytelling, peut-être même un peu trop parfois, parce que ça peut aussi complexifier l'univers d'un jeu quand on est à la frontière entre de la fiction et un jeu. Bon, moi, personnellement, je m'y retrouve moins. Je préférerais... quand je regarde un jeu, j'aime bien savoir comment on fait pour gagner. Et quand je regarde une série, j'aime bien justement ne pas savoir comment ça va se terminer. Donc pour moi, c'est pas les mêmes attentes. Mais chacun il voit ses attentes et ses envies. Mais c'est vrai que après aujourd'hui, tout peut être prétexte à jeu aussi, à l'inverse. C'est-à-dire qu'on crée des jeux à partir de rien, avec des univers justement qui sont censés combler ce manque d'enjeux et de mécanique et de suspense.
Et je trouve que parfois c'est un exercice un petit peu périlleux. Ce qui est toujours intéressant dans l'histoire de la télé et la mise en place de nouvelles émissions, c'est que tout le monde copie un peu tout le monde. C'est-à-dire que là où les 12 coups de midi ont été chercher les ingrédients qui ont fait le succès de Tout le monde veut prendre sa place, sur d'autres jeux, alors encore une fois, TF1 à copier, mais chacun copie l'autre à tour de rôle. Mais quand on a mis Masterchef à l'antenne, on l'a mis aussi à l'antenne parce que Top Chef cartonnait sur M6 et que le territoire de la cuisine était un territoire qui commençait à être préempté par M6 avec Un dîner presque parfait, Top Chef, et du coup, voilà, TF1 se doit aussi d'aller sur ce territoire-là si on veut être dans l'air du temps et à la fois concurrencer M6 et se dire nous aussi on a notre émission de cuisine. Donc c'est pour ça qu'on a été sur Masterchef, qui était une marque forte créée en Australie, qui appartenait au groupe Shine, qui du coup venait d'ouvrir une antenne en France. Donc Masterchef a été la première émission produite par Shine et du coup diffusée sur le groupe TF1. Donc c'était un gros enjeu quand même pour TF1 parce que c'était une marque assez chère à produire. Comme disait Shine à l'époque, il fallait qu'il y ait un waouh effect pour que cette émission cartonne comme elle a cartonné en Australie. Donc il y avait énormément de moyens, des épreuves extérieures, on voyageait. Il y avait tout à coup une caravane de 150 personnes qui partaient à l'étranger pour tourner des épreuves. Donc il fallait que ça soit mieux, plus beau, plus gros, plus fort que Top Chef. Donc il fallait sortir les moyens et la grosse artillerie, ce qui a été fait pendant 4 saisons. Du poisson avec de la banane, Marine, c'est n'importe quoi. Je peux me repousser mes limites à l'infini. Il faut absolument que j'aille le plus loin possible. Je serais prêt à me casser une jambe pour gagner. C'est ma vie que je suis en train de changer. On va bien s'amuser aujourd'hui. Et c'est parti. Après, ce qui est toujours rigolo de voir, c'est que voilà, La Roue de la Fortune, c'est un jeu, Masterchef, c'est un jeu, mais qu'au final, on différencie ces deux jeux parce que La Roue de la Fortune est un jeu plateau et que Masterchef est un jeu extérieur. Au final, ces deux jeux n'étaient pas du tout dans la même unité de programme à TF1. C'est-à-dire que La Roue de la Fortune, c'est dans l'unité jeu, variété, divertissement. Et Masterchef, parce que c'est en extérieur et que c'est pas une écriture plateau, du coup, ça bascule du côté des magazines. Alors ça bascule du côté des magazines parce que au final la priorité pour un jeu comme Masterchef, c'est qu'on le considère pas comme un jeu, on va le considérer comme un magazine parce que la vocation d'un jeu comme Masterchef, ça va être aussi d'apprendre des choses. C'est marrant de voir comme un jeu avec un contenu qui n'est pas un jeu plateau dans lequel il n'y a pas de questions, mais qui reste un jeu parce qu'il y a un gagnant. Du coup à TF1 on le met pas dans la même unité de programme. D'ailleurs, sur Gulli, le jeu est un genre qui est très fédérateur et dans lequel on a beaucoup investi par le passé. Et on était très triste de ne pas pouvoir comptabiliser ces investissements qui, à notre échelle, étaient très importants. C'était même les plus importants de la chaîne, parce qu'un beau jeu, ça coûte cher. Enfin, en tout cas en plateau, etc. Donc nous, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose depuis un petit... Enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, je me la pose depuis un moment parce que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à résoudre ce mystère. Je ne comprends pas pourquoi on ne considère pas les auteurs de jeux comme des scénaristes, enfin comme des auteurs en tout cas des créateurs, quoi. Parce que pour moi, c'en est une. Ce sont des œuvres. C'est aussi frappant, et alors dans toutes les chaînes, mais surtout à TF1 et quand on travaille sur les jeux, c'est que à TF1, moi à l'époque où j'y étais, il y avait 3 jeux quotidiens. Donc du coup, 3 jeux quotidiens dit 3 audiences quotidiennes. Donc tous les matins, à 9h, les audiences tombent et tous les matins, on étudie les audiences. Et quand on lance un nouveau jeu, c'est vrai qu'on arrive, on n'arrive pas à 9h, on arrive à 8h30 parce qu'on se prépare à accueillir les audiences de manière collective. On sait qu'à 9h05, on a les audiences. On sait qu'à 9h10, soit on est convoqué dardard dans le bureau du directeur des programmes
parce que les audiences sont pas bonnes, et que si les audiences sont bonnes, bon, en général, on n'a pas de nouvelles avant 9h30, 10h, parce que c'est plus facile de se faire tacler que de se faire féliciter. Mais et c'est vrai que du coup, voilà, en tout cas, d'avoir cette audience quotidienne qui tombe comme un coup près, donc l'audience du mardi matin après la diffusion du lundi, elle est toujours voilà, hyper importante. Donc soit on a cartonné, on est content, mais on se dit qu'il va falloir tenir sur la durée. Soit on s'est vautré et là on se dit que ça va être difficile, soit on fait une audience moyenne et là il n'y a plus qu'à croiser les doigts, serrer les fesses pour se dire que tous les jours ça va grimper un peu et que dans 10 jours on sera à une audience ultra satisfaisante. Mais donc voilà, il y a ces 3 cas de figure. Quand on cartonne, en général on sait que il y a des chances que ça se tasse un petit peu parce qu'il y a eu un effet de curiosité. Quand ça marche pas du tout, il y a quand même peu de chances que ça monte. Donc on se dit que ça va être difficile. Et puis quand c'est moyen, voilà, il y a une chance sur 2, soit ça baisse, soit ça monte. Donc c'est la surprise du matin, mais c'est vrai que c'est un moment toujours voilà, hyper fort. Quand ça marche pas, on doit rendre des comptes au directeur des programmes et du coup analyser, voir question par question, pourquoi à ce moment-là il y a eu un décrochage, la question était trop facile, trop difficile. Et voilà, c'est toujours hyper subjectif parce qu'une question difficile, elle est difficile pour certains et facile pour d'autres. Donc c'est toujours compliqué d'analyser minute par minute pourquoi les gens sont partis. Donc chacun trouve des excuses. La candidate était trop hystérique, elle parlait trop fort, les questions étaient trop dures. Il y a eu un mauvais scénario de jeu, elle a tout perdu, donc on savait qu'elle allait perdre à la fin. Donc voilà, chacun essaye de justifier, d'expliquer pourquoi l'audience n'était pas bonne. Voilà ce qui agite principalement les diffuseurs, les audiences. Et pour cause. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à un diffuseur, pensez au poids qui pèse sur ses épaules. Et soyez indulgents, même s'il n'aime pas votre création. Avant de partir, demandons à nos 2 témoins ce qu'ils pensent de l'avenir du jeu à la télévision. Moi, je pense que c'est infini, en fait. Je pense que c'est un genre qui ne s'épuisera jamais. Parce qu'on a l'humanité à jouer, je pense depuis qu'on a des traces des hommes, je pense qu'on a des traces de jeu. Je pense qu'on a toujours envie et besoin de se divertir et de se rassurer aussi sur nos capacités à travers le jeu. C'est-à-dire que... Et puis quand on est joueur, on l'est quand on est jusqu'à notre mort, je pense. Et donc je pense qu'il y aura toujours un public pour ça. Je pense que il y a suffisamment de créativité autour de nous pour puiser aussi des nouveaux sujets de jeux. Et c'est là qu'il peut y avoir des ponts entre la fiction et les jeux. L'un peut alimenter l'autre et vice-versa. On vit aussi beaucoup de choses qui peuvent nous inspirer des jeux. Il y a plein de mécaniques de jeux qui sont nées de situations du quotidien. Donc on peut puiser dans tout ce qui nous entoure en fait, et dans tout l'univers quasiment, pour créer un jeu. Donc je pense que il y a beaucoup de genres de jeux différents. Il y a les jeux sur les smartphones aussi. Enfin, il y a des jeux, des escape games. Il y a des jeux qu'on vit en réel aussi à l'extérieur. Il y a maintenant tous les jeux évidemment qu'on a dans le métaverse. Enfin, il y a une galaxie en fait de supports possibles. Donc je pense que le jeu n'est pas prêt de s'évanouir. Donc aujourd'hui, en 2022, c'est vrai qu'avec l'arrivée des plateformes et de l'ultra-diffusion de fiction dans tous les sens, c'est vrai que le programme de flux de divertissement, de jeux, il a quand même tendance à disparaître au profit des fictions qui voilà, sont dans l'air du temps, cartonnent, sont rediffusables, là où un programme de flux comme le jeu, du coup, n'est pas rediffusable, coûte quand même assez cher. Donc aujourd'hui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que les chaînes traditionnelles vont, comme les plateformes, privilégier la fiction aux dépens du coup du flux et du jeu. C'est pareil dans les autres pays. Donc au final, il y a moins de demandes de jeux, donc il y a moins de créatifs, de créateurs de jeux qui se penchent sur cette écriture. Donc à l'international, il y a
plus beaucoup de formats de jeu. Donc une chaîne comme TF1 aujourd'hui, elle va privilégier la fiction. Et en même temps, comme il n'y a pas de nouveaux jeux qui arrivent ailleurs, elle ne va pas aller dénicher de nouveaux jeux ailleurs. Donc elle va encore et toujours faire de la fiction. Donc aujourd'hui, le jeu, à part de la création française, mais voilà, sur du petit jeu du matin, du petit jeu du week-end sur France Télévisions, il n'y a plus de grosses cartouches de jeux comme il y a eu il y a 10 ans, 15 ans. TF1 ne fait plus de jeux aujourd'hui, mais ne fait plus de jeux aujourd'hui parce qu'il n'y a pas non plus de gros formats. Donc je ne sais pas quel est l'avenir du jeu aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, TF1 creuse le sillon de la fiction. Si un nouveau blockbuster de jeu, comme Qui veut gagner des millions, arrive aux États-Unis, en Angleterre, bien évidemment, elle va se poser et se pencher sur la question. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vois pas trop TF1 aller mettre un nouveau jeu à l'antenne dans la mesure où elle va pas faire de la création française et il n'y a pas de nouveau format à l'étranger. C'est la fin de cet épisode. Nous en savons un peu plus sur celles et ceux qui sont les pourvoyeurs des jeux télé à la télévision, les diffuseurs. S'il est difficile de savoir pourquoi un jeu rencontre le succès, alors qu'un autre ne retient pas l'attention des téléspectateurs, on peut tout de même identifier des qualités essentielles pour qu'un jeu intéresse un diffuseur. Qu'il soit d'abord original, bien sûr, qu'il réponde à ses attentes, qu'il soit écrit pour les publics de la chaîne, ça paraît évident, qu'il tienne compte d'un horaire de diffusion, que sa mécanique soit simple, que sa production soit possible, que l'auteur propose une histoire nouvelle qui s'appuie sur un casting béton, sans oublier d'être un peu tendance. Bonne chance, je plaisante. La France est peuplée d'irréductibles et talentueux scénaristes de jeux qui sauront surmonter les obstacles, séduire nos diffuseurs et créer des jeux télé inoubliables pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.